Yorana tout le monde. Donc Bruno m'a bien présenté, j'étais bien un de ses élèves. Donc je remercie tous mes anciens enseignants. Donc grâce à eux, j'ai pu, Madame Rochette, Madame Richaud, enfin grâce à eux qui m'ont donné cette envie, ce goût d'apprendre notre langue. C'était du japonais, hein, le tahitien en venant à l'université pour moi. Je ne les ai pas cachés. Même Bruno, le premier jour en entrant dans l'amphi C, il me semble, il me dit si vous êtes là pour apprendre le tahitien, allez au Hapit Atapati. Donc je me suis dit, je me suis déjà trempé de voix. Mais j'ai persisté et je me suis lié, on va dire, d'amitié avec tous ces profs. Et on va dire, grâce à eux, j'ai tenu le coup jusqu'à la fin et je les remercie. Parce que grâce à eux, aujourd'hui, j'arrive à converser en tahitien, chose que je ne savais pas faire à mes 18 ans. Hein. Donc aujourd'hui, j'écris pour des groupes de chant, groupes de danse. Et jamais j'aurais cru que j'allais arriver jusque-là. Donc voilà, merci à vous. Donc moi, je vais plus prêcher pour ma discipline, le himene. Donc la danse, je crois que il y a assez de, il y a assez de personnes, il y a assez de spécialistes en danse. Donc en himene, on est très peu. Et je pense que la graine a été plantée et que on assiste aux prémices en fait je ne vais pas dire du renouveau du himene, mais un engouement de la part de nos jeunes. Je vois lorsque je vais dans les écoles maternelles, écoles primaires, l'engouement que nos jeunes ont d'apprendre nos pataoutaou, nos chants en fait. Et c'est un moyen ludique d'apprendre notre langue. Parce que les cantines, c'est bien, mais en tahitien, indirectement, ils apprennent notre langue. Donc ils apprennent des chiffres, ils apprennent des mots, des jours. Ils acquièrent un lexique. Et c'est ce qu'on s'efforce en conservatoire avec Mama Yopa, donc avec qui je travaille depuis 4 ans maintenant et qui me transmet tout son savoir. Et je l'en remercie. Accessoirement, je suis chef de groupe de Tamari Papara, qui est devenu plus tard Réo Papara, pour des problèmes juridiques. Mais sinon, c'est le même groupe. Je suis spécialisé en Taravat Haiti. C'était plus ça en fait au départ. On dit que c'est des chants qui sont, on va dire, plus réservés aux protestants. Donc je vais casser la donne. Moi, je suis catholique. J'ai grandi dans la foi catholique. Par contre, j'ai suivi mes tantes, qui, elles, étaient protestantes. Et par curiosité, c'est comme tous les enfants, on va assister aux répétitions, on va jouer et indirectement, on essaie d'écouter, mais on n'est pas intéressé. On va juste pour jouer. On écoute les marutete, on écoute les péripérés, on écoute les haou. Et ensuite, on arrive à les imiter. Donc, c'est par imitation. On n'apprend pas, on les imite. Mais indirectement, on se rend compte qu'on est en train d'acquérir des savoirs qui sont faciles, en fait. Alors que quand tu te mets à apprendre avec quelqu'un, c'est plus difficile. Alors que quand tu le fais indirectement, c'est plus facile. Et c'est la chance que j'ai eue d'avoir, on va dire, les anciens, on va dire, de Tamari Papara avec qui j'ai pu échanger, j'ai pu parler même, qui ne sont plus là d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est la chance que j'ai pu avoir. Et aujourd'hui, je m'efforce de partager, on va dire, les bribes que j'ai pu recevoir de ces personnes. Et à travers mon Poupou Himini, c'est ce que je fais. Je m'efforce de faire tous les ans. Concernant la partie écriture, au niveau de la tradition orale, moi je n'ai rien reçu. On va dire que les Tatapari, Tatatum de Papara sont partis, n'ont même pas légué à leurs enfants, je dis dans leur propre famille. Donc on s'efforce tous les ans. Donc là c'est la période, on est, quand même pas. On a déjà commencé à écrire. Quand un Heiva se termine, on entre en période on va dire, d'écriture. Et là on est dans la période où on va peaufiner en fait les écritures pour le Heiva. Et en fait ça ne s'arrête pas, le Heiva ne s'arrête pas. Pour les gens, le Heiva, c'est que le mois de juillet, le Turei comme on dit. Mais pour nous, chefs de groupe, nous qui sommes auteurs, les artistes du Heiva, dès que le Heiva se termine, et même pendant le Heiva, on a déjà des idées sur le thème qu'on va présenter l'année d'après. Pour répondre aussi à la question de notre ami sur l'énigme, en fait, pourquoi on a cette niaque quand on chante dans les tarva, je dis plutôt les chants polyphoniques, en fait, c'est notre carte d'identité. Nous qui sommes de Papara ou d'autres personnes qui sont de Mataya, lorsqu'ils arrivent à Toata, ils viennent avec leur fierté d'appartenir à un clan, fierté d'appartenir à leur terre. Donc ils viennent mettre en avant le nom de leur montagne, le nom... En fait, ce sont les toponymes, les noms qui font sens pour eux, dans la définition de leur Mataina, de leur Aïa. Donc, quand on dit Pari Fénois, je vais prendre en compte les noms de terre, les noms de lieux, mais aussi les noms de personnes.
Parce qu'en fait, le nom des chefs, le nom des RI, le nom même d'objets. Parce qu'en fait, dans les Parifénois, on parle de ces lieux, mais aussi de ces cailloux, de ces... on va parler de la lance de ce Haïto qui a un nom. Donc on donne un toponyme à cette lance, un toponyme à cette écope, à ce tata, à cette voile, à cette pirogue. Donc c'est ça qui relie, c'est ça qui en fait qui parle de l'histoire de cette personne. Et c'est une fierté pour chaque personne de dire je viens de là. Ce Haïto, il vient de chez moi. La pirogue Intel a quitté chez moi pour arriver là-bas. Pas plus tard que l'année dernière, j'avais écrit pour un groupe de Fa'a, Téréodi, en amateur. Ils sont venus me voir et ils voulaient une histoire. Ben, logiquement, j'ai écrit quelque chose sur Papara, alors que c'était un groupe de Fa'a. Allez faire comprendre à un groupe de Fa'a avec des jeunes issus de Fa'a que vous allez mettre en avant une histoire de Papara. Parce que je suis l'auteur. J'ai dit, bah, Et en fait, le but de l'auteur, c'est d'essayer de faire ressentir à travers ces enfants de Fa'a, comme quoi cette histoire est aussi la leur. Donc en fait, c'est l'identité de la personne. C'est faire comprendre à ces jeunes que ce n'est pas que l'histoire de Papara, mais c'est notre histoire à nous. On est un peuple de navigateurs, donc ce qui s'est passé à Fa'a, c'est la même chose chez vous. Il y a dû y avoir une pirogue. En fait, ils se sentent investis dans ce thème. C'est ce qu'il faut. Il faut qu'ils vivent dans leur thème. Et c'est ce qu'on voit à travers la vidéo où la Fa'ara, elle chante et elle se met à transpirer. Elle met tout son cœur et elle est pratiquement en transe. Et je ne sais pas si parmi vous, vous avez une expérience en himine, mais lorsque tu te mets à chanter dans un poupou himine, tu es en transe avec le groupe, comme on dit, Amoui, ensemble, tu ne ressens pas la fatigue. Tu peux chanter au Heiva, parce qu'on a un timing au Heiva. On nous dit, poupou himine, vous avez 20 minutes et vous dégagez. Sinon, vous avez des pénalités. C'est ça le problème. On est dans une compétition et voilà, on ne laisse pas les artistes s'exprimer comme ils veulent. Un himiniro, ça ne doit pas durer 6 minutes. Un himiniro, il peut durer 10 minutes, même plus, voire plus. Et le tarva, pareil. J'ai été assisté récemment dans un Fari Amouira, Epenetra, des Rurutu. Sans fin, hein. Ils arrivent à la fin du paragraphe. La Farara, elle peut ramener autant de fois le même paragraphe. Ils peuvent chanter 20, 30 fois la même chose. Ils sont emportés, ils sont en transe, ils aiment ça. Et ils continuent. Ils ne ressentent pas la fatigue. Et ils aiment ça. Et en fait, c'était pour répondre à la question sur d'où vient cette énergie. C'est ça. C'est la fierté de dire que voilà, c'est notre identité. On parle de nous et c'est notre manière de dire aux gens qu'on est fiers d'être polynésien, fiers de prouver aux gens qu'on vient de là. Et c'est ça notre identité. Ensuite, concernant les Auri, on parlait des Auri sur les 9 voix. Là aussi, c'est une compétition. C'est ni plus ni moins que le jury du Heiva Tahiti qui impose au chef de groupe de venir avec, on va dire, ces 9 voix, ces 9 Auri. Mais personnellement, nous, chef de groupe, on essaie de se caler sur le règlement. Voilà. Après, ce qui se passe durant nos répétitions, ça, c'est... On leur inculque des choses que moi aussi, je leur inculque des choses qu'on m'a appris. Mais après, arrivé au Heiva, on essaie de suivre le règlement qui est en place. Parce que le but, c'est de gagner. Oh non, le but, c'est pas de gagner, c'est d'arriver les premiers. Donc voilà, c'est ce que je dis à chaque fois à mes éléments. Je dis, soyons fiers, allons porter haut les couleurs de notre district. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, en tout cas pour nous, en Papara, de parler comme ça. Parce que, on va dire, 50 à 60% de mon groupe, ce ne sont pas des gens issus de Papara. J'ai des gens qui viennent de Papineau, de Mahina, de partout. Mais eux, ils viennent juste pour apprendre le Tarava. Ils ne viennent pas pour porter les couleurs de Papara. Mais en venant chanter dans le groupe, ils font en sorte de faire partie de cette, on va dire, de cette tribu. Donc, ils deviennent des gens de Papara comme moi, comme nous. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais aussi, sur les 9 Auri en question. Là, aujourd'hui, on était sur le Tarava Tahiti. On a plusieurs Tarava. Il y a le Tarava Tuhapa et le Tarava Raromatei. Et encore, à l'intérieur de ces Taravas-là, on a encore d'autres... On a plein de différences entre ces Taravas-là. Rien qu'en Tarava Tahiti, la mélodie, on va dire, elle tourne autour de la même... Je dis, c'est la même mélodie. Mais il y a des différences sur les voix solo et même sur les haou, les bourdons. Par exemple, nous, sur la côte ouest, la plupart des bourdons qu'on entend, c'est... Alors qu'à Pire Air, on a un tout autre haou, alors que c'est un Tarava Tahiti, ils font...
C'est pas du tout la même chose, ça change complètement. Mais la mélodie est reconnaissable. Donc sur la mélodie, on reconnaît bien que c'est un Tarawa Tahiti. Lorsqu'on bifurque dans le Tarawa Aromatai, alors là c'est vraiment autre chose. Chaque paragraphe a sa mélodie. Mais ce que j'adore avec le Tarawa Aromatai, c'est qu'il est très mélodieux comparé au Tarawa Tahiti. Et on arrive dans les Tarawa Tuape où c'est vraiment saccadé. Donc Mama Yopa qui est de Rurutu, là c'était vraiment du... Et là ils envoient très fort, très saccadé dans les Tarawa Tuape. Donc ça fait 4 ans que j'essaie d'apprendre le Aromatai et le Tuape. Finalement je suis un spécialiste en Tarawa Tahiti et non pas dans ces deux-là. En arrivant au conservatoire, donc je me suis donné cette mission de devoir maîtriser au moins tous ces Tarawa. Mais c'est encore loin, je dis il y a encore beaucoup, on apprend tous les jours. Et je crois que même à 60 ans, je serai encore là à apprendre beaucoup sur nos himini parce qu'il y a tellement de choses à apprendre sur nos himini. Rien que le mot himini avec Ormito Arisho tout à l'heure, disait que le mot himini n'est pas de chez nous. Aujourd'hui, à tort, on emploie le mot himini pour parler du Tarawa, pour tout, alors que le himini est un mot d'emprunt. On ne sait même plus comment dire chanter. Le mot est tombé en désuétude, ça pourrait être ou pas, ou péhé. En allant au Samoa, j'ai eu la chance d'aller au Samoa grâce à l'université, faire un échange linguistique. J'ai eu l'opportunité d'aller 1 mois au Samoa. Et au Samoa, à tous les 300 mètres, tu as un temple. Ils sont très croyants. Hein. Et j'avais la chance d'avoir juste à l'entrée de mon quartier où j'habitais, à Faleolo, ils appelaient ça Lotu Tahiti. En fait, ce sont les premiers missionnaires qui sont arrivés là-bas étaient des missionnaires de Tahiti, donc des Tahitiens qui ont été apprentis. Moi, ma curiosité, c'était d'aller écouter comment ils chantaient les chants. S'ils chantaient des Tarawa comme nous, c'était des missionnaires polynésiens, donc pour moi, peut-être qu'ils avaient gardé un peu ce... Ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir avec nos chants. Par contre, j'avais essayé de trouver quelque chose qui ressemblait à un de nos chants. Non, il n'y avait pas, mais vraiment pas du tout. Ils étaient plus sur des himini, on va dire nota. Ils vont beaucoup sur des himini nota. Et c'est beau, c'est magnifique. Ensuite, il y avait tellement d'informations aujourd'hui que je ne savais pas sur quoi partir. On va aller sur on va dire le Tarawa Tahiti. Au moins là, je sais que je ne vais pas me tromper. On parlait des 9 Auri. Le 9e, il n'avait pas été cité à l'intérieur du documentaire. C'était le Maru Aratai. Le Aratai, c'est le chef de groupe. C'est celui qui va... Le Maru Aratai, il peut faire toutes les voix. C'est celui qui va... Lorsque le Péré ne partira pas, il va le faire. Lorsque la Fa'arara va oublier de partir, il va le faire. Généralement, le Maru Aratai, il fait la même voix que le Maru Tamau. Donc, il va enjoliver à l'intérieur. Et c'est ça la mission d'un Ra'atira. C'est de bien déjà donner le rythme du chant. C'est lui qui va rythmer, c'est lui qui va lancer la Fa'arara. La Fa'arara, elle ne va pas à n'importe quel moment. Tant que le Aratai ou le Ra'atira n'a pas lancé la Fa'arara, elle va attendre. Même si les Houthis doivent tirer 2 temps, 3 temps, 4 temps, tant qu'il n'a pas lancé, elle ne partira pas. C'est un peu comme le cuisinier en fait. Il est le cuisinier et il met les ingrédients à chaque fois. Donc, je n'ai pas trouvé d'autre image, mais je pense que c'est la meilleure image. Le cuisinier, donc il a les ingrédients face à lui et il utilise au moment opportun tel ou tel ingrédient. S'il met le sel à la place du sucre, c'est pas bon. Ou tel ingrédient avant tel ingrédient, c'est pas bon. Et je reviendrai aussi sur ce que le papy à l'intérieur, je n'ai pas retenu le nom, un papy de Veirao qui parlait des Maruteitei. Moi, c'est le premier auri que j'ai appris. D'abord, j'étais haou. Pendant 7 ans, j'étais haou dans le Pupu Tamari Papara. Donc, je crois que 7 ans à rester haou, ça te donne l'envie de faire autre chose et d'évoluer. Mais on m'a toujours dit, tu restes en haou, tu comprendras plus tard. Et en fait, j'avais compris au bout de 7 ans qu'ils étaient en train de m'habituer mon oreille à toutes les strates vocales. Et c'est ce qui s'est passé. En tant que haou, tu as une autre vision en fait. Tu es à l'arrière et tu as la vision sur le Ra'atira, tu as la vision sur les Fa'arara, sur tout le monde. Et le plus important, sur les personnes qui sont debout. Là, on va parler de la posture. Tout le monde est allongé, je ne vais pas dire allongé, tout le monde est assis. Et chaque groupe a sa particularité. Par exemple, nous, en Papara, on est en tiféné, position tiféné. Tout le monde, les femmes, les hommes. Les hommes sont surélevés. Les Maru Propara ou Maru Tamu sont surélevés sur des petits bancs. Est-ce qu'à l'époque, ils étaient sur des petits bancs? Je ne sais pas. Mais je vois des anciennes vidéos où on voit des hommes debout, ou d'autres
tout le monde assis ou disposé d'une autre manière. Mataya, elles sont assises avec les jambes, on va dire, croisées comme ça. Je ne sais pas si c'est pour l'esthétique, mais vocalement parlant, c'est pas à l'aise. Mais c'est beau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont privilégié, si c'était plutôt être à l'aise et chanter ou le beau et essayer de forcer. Parce qu'en fait, la position n'est pas adéquate pour chanter comme ça. En tout cas, en tant que chef de groupe, on essaie d'innover, de chercher le moyen pour faciliter en fait. Et c'est ce qu'on fait tous les ans. On essaie de pas d'innover, mais de chercher à faciliter nos chanteurs. Parce qu'aujourd'hui, mais voilà. Nos papis, plus personne ne veut aller par terre. Hein. Tout le monde veut un bon pour qu'on voit, me voici, moi. En fait, c'est ça. Le problème, c'est ça. Les papas ne veulent plus régresser. Enfin, ça, c'est ma vision. Hein. Parce que dans des poupous himene, certains affectionnent le fait d'être par terre. En tout cas, des papis avec qui je parlais, qui sont décédés maintenant, qui chantaient dans Papara, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils n'étaient pas sur des bons. Ils n'étaient pas surélevés. Ils étaient par terre, mais il y avait une position, ils étaient un peu détractés en fait. Allongés, à la limite Tarava quoi. Et ça, les papas, on va pas dire qu'ils étaient allongés, mais ils étaient sur une position, on va dire, assez c'était relaxant en fait pour eux. Et ils arrivaient à bien chanter. Après, n'en parlons pas des papis qui étaient, on va dire, estropiés. Il y avait beaucoup d'handicapés dans les poupous himene. Et eux, les marutétés étaient handicapés, ils étaient sur le bord, à l'extérieur, et ils n'étaient pas debout. Donc ils étaient allongés, donc ils arrivaient à chanter ces aouris là, les marutétés. Quoi d'autre? Le doigt. Beaucoup m'ont posé cette question-là sur le doigt. Ils m'ont dit, est-ce que c'est pré-européen ou post-européen? Après, moi, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, mais en toute logique, ça n'incombe que moi. On appelle ça le tourou. Et le tourou ne s'observe ni dans les taravas, ni dans les pataoutao, on va dire, ni dans les chants, on va dire, qu'on met dans la famille des chants pré-européens. Par contre, dans le himene ru'au, qui est, on va pas dire qu'il est d'origine missionnaire, mais dans ce type de chant, généralement, les femmes positionnent leurs doigts comme ça. Et je ne vais pas citer ma source, parce qu'il ne veut pas. Mais un papy m'avait parlé de cette interprétation qu'il y avait à l'époque, où les femmes de missionnaires, ou même les missionnaires chantaient face à la chorale, face aux paroissiens, en bouchant l'oreille. Donc ils bouchaient leur oreille et ils chantaient, pour trouver la note, pour voir s'ils chantaient juste ou faux. Et par imitation, ce qui était une innovation à l'époque, le fait de se boucher l'oreille est devenu une tradition aujourd'hui. Mais ce n'est pas la vérité absolue. Hein. Ça c'est une hypothèse. Et je suis encore toujours en train de rechercher d'où vient cette posture-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui aussi, il y a les hommes. Ça, on appelle ça le tourou. Mais dans certains groupes, les hommes font ça. Alors là, ça, je ne sais pas comment définir ce geste-là, d'où il vient. Là, il y a une logique là, dans ce geste-là. Mais là, avec le tourou comme ça des hommes, je ne sais pas. Donc, je ne pourrais pas expliquer cette chose-là. Je viens d'oublier un truc. Je parlais de la position. Les textes. Voilà, les textes. C'est vrai qu'on est un peuple de tradition orale, qu'on nous a toujours... nos anciens, on va dire, moi j'ai connu les personnes qui ont écrit à l'époque chez moi. C'était des personnes qui avaient reçu en fait la parole des anciens. Chose qui ne s'est pas produite pour ma part avec nous à Papara. Donc on se met à rechercher les informations pour écrire nos chants. Donc on fait avec les moyens du bord. Les archives, les tomités fénois, les personnes qui sont encore détenteurs de ces bribes de tradition orale, mais très peu. Donc avec ça, on essaie de faire quelque chose pour le Heiva. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire tout le temps. Parce que la transmission a été rompue. Pas pour tout le monde, j'espère. En tout cas, pour notre part à Papara, c'est très dur de remonter la pente. Mais avec abnégation, on va y arriver. Et je pense qu'avec la belle brochette d'étudiants qu'il y a encore aujourd'hui, on s'est bien parti
pour avoir encore plein de ratira dans les poupous himine plus tard. En danse, je ne m'inquiète pas, je sais qu'il y aura du monde, mais en himine, il faut vraiment se réveiller parce que c'est ce qui fait notre particularité. C'est comme Mama Yopa disait, c'est notre particularité, les himine. Enfin, les himine. On va dire non tarava. Donc j'invite tout le monde à s'y intéresser et d'aller dans un poupou himine. Parce qu'on ne peut pas parler d'un poupou himine si on n'a pas intégré une seule fois un poupou himine. Beaucoup de gens parlent des poupou himine comme ceci, cela, mais n'ont jamais chanté dans un poupou himine. Tu ne peux pas parler d'un poupou himine ou de ce qu'un poupou himine veut ou peut avoir tant que tu n'as pas chanté dans un poupou himine. C'est impossible. Je connais plein de spécialistes du himine qui n'ont jamais chanté dans un himine, qui se fient uniquement à des livres, à des lectures, mais c'est autre chose, le fait de vivre en communauté, amouiller avec ce groupe-là, et parler ensemble de ta terre, parler ensemble de messages qui gênent, parce que le heiva c'est ça aussi, ce sont des artistes, mais aussi parler de choses qui gênent, parler de politique, parler de censure, parce que le heiva, là on ne peut pas te censurer, ça passe sur heiva et ça touche tout le monde. Ça touche toutes les couches sociales, ça touche tout Haïti, ça touche tout le pays. Si tu as un message à faire passer, ça sera bien au Heiva. Faire bouger tout le monde. On n'a pas aussi dit de faino, mais voilà. Donc on profite des fois, nous, auteurs, de parler de thèmes concernant l'environnement, concernant beaucoup de choses qui touchent le Nuna, qui touchent la Polynésie, qui touchent notre population. Donc voilà, je sais que j'ai sauté pas beaucoup de choses, mais si vous avez des questions à ce sujet, Tarava, je serais bien intéressé de vous répondre. Mais voilà, en gros, mon intervention, c'était parler de ça, des Audi. Encore une fois, pour le reste, je suis resté sur le Tarava Tahiti parce que c'est ma spécialité. J'ai grandi dans ça à l'âge de 12 ans. Parce que j'ai pas fait le Habitat Tapati et à l'âge de 12 ans, à l'époque, le Heiva, on autorisait à partir de 11 ans, 12 ans. Aujourd'hui, c'est 14 ans pour les himine et 16 ans pour les poupous ori. Donc on évolue petit à petit, alors qu'avant, je ne sais pas si on appelle ça une évolution, une régression, mais avant on voyait des enfants sur Toata. Aujourd'hui, pour les droits d'image et tout ça, on peut plus. Alors qu'avant on voyait des enfants sur Toata, sur Veilleté ou sur Tarahawi. Aujourd'hui, non, on ne peut plus. À part le Heiva des écoles. Voilà. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Maruru Mike, on a 40 minutes ensemble et tellement de questions à se poser. Et donc, si Sylvia veut venir devant, vous êtes nos deux interlocuteurs privilégiés, mais il y en a d'autres dans la salle qui ont été associés à cette matinée. Corinne est là, il y a d'autres personnes. Moi, j'ai 3 ou 4 faisceaux de questions. J'ai envie de vous demander, qu'on se demande ensemble, si tu as dit qu'à Samoa, ils ne chantent pas le Taarava. Quelle est l'extension géographique du Taarava, juste île de la Société australe et pas au-delà. L'extension historique, ça, on ne peut pas revenir en arrière, mais en clair, la problématique, quand même, la question était de savoir, est-ce que c'est un chant qui a toujours existé, qui vient du fond des temps, ou est-ce qu'au contraire, c'est pas à une certaine période où, comme Sylvia nous l'a bien montré, on a finalement interdit aux gens de bouger, de gesticuler, et peut-être qu'après, toute l'énergie des gens s'est repliée sur un chant assez domestiqué, apprivoisé, correct. En clair, peut-être que le Taarava n'existait pas tel quel dans les temps anciens. Donc, a-t-on des éléments de réponse sur son historicité, sur son extension géographique? Après, moi, j'ai envie de demander justement si c'est un chant uniquement protestant et pourquoi. Et puis, une autre question aussi, mais là, est-ce qu'aujourd'hui,
le Taharava se modernise. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais est-ce qu'il emprunte? Parce qu'on voit bien dans la danse combien il y a des emprunts. Donc est-ce que le Taharava est toujours assez cohérent et un peu conservateur, ou est-ce qu'il emprunte? Il peut emprunter d'ailleurs à l'intérieur de la Polynésie, pas au Brésil, hein. Mais est-ce que le Taharava se modernise? Est-ce que le Taharava se standardise? Et est-ce que le Taharava risque de disparaître aussi, s'appauvrit? Voilà un peu mes questions, mais vous en avez sans doute beaucoup d'autres. Donc je vous laisse prendre la parole librement. Peut-être d'abord sur l'extension historique et géographique du Taharava. J'imagine que c'est un chant qui n'existe pas aux îles Marquises, mais quelle est l'extension? Ah, vas-y Mike. Merci. Concernant le Taharava, donc dans l'histoire, il y a eu des déportés aux Marquises. Donc, et il y a une petite communauté marquisienne donc, qui chante des Taharava. Mais plus des Taharava Raromatei, parce que ces personnes qui ont été déportées viennent de Rayatea. Donc on se retrouve avec des Taharava, avec des, on va dire, en langue marquisienne, chantés par ces petites communautés protestantes. Il y a un peu partout, Tahuata, Uapo, Hakaheta, où il y a un temple. Donc s'il y a des Marquisiens ici, je pense que peut-être ils peuvent nous renseigner. Ouais. Ouais, très tard, oui. Oui, les déportés. Ouais. Oui. Qui ont été protestants. Ouais. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc je ne vais pas dire qu'il a persisté, mais grâce au culte protestant, je dis les chants, il y a eu une continuité en fait dans la pratique du chant des Taharava, je vais dire Taharava, mais le message a changé. C'est un plus message, on va dire, christique en fait. On a arrêté de parler de la montagne, tout ça, mais on a plus parlé des versets et de la Bible en fait. Le message a changé, mais la pratique du chant est là, la puissance du chant, comme Sylvia m'en parlait à l'instant. Donc cette force, cette puissance qu'ils avaient de parler de leur Fénoua, donc ils l'ont mis au service de Dieu, au service, voilà. Là on parle de Tahiti ou des îles sous le vent? Ah, aux Marquises, ok. Ok, donc là c'est aux Marquises. Ok, ah, je savais pas. Ça, je connais pas cette histoire-là. Alors, mon intervention va porter sur ce que Mama Yopa Myrna a dit tout à l'heure, et je suis tout à fait en phase avec ça, à savoir que le Himene Tarava, d'abord le mot Tarava, d'où vient ce mot, pourquoi Rava, Tarava, dans les îles, au Samoa, au Tonga, à Fidji, parce que tous ces îles-là, je suis allée là-bas, j'ai rencontré des grands pasteurs qui viennent de là-bas et qui avaient l'immense joie quand ils venaient à Tahiti, à des réunions d'église, des conférences. Ils aimaient écouter nos Taharava. Ça veut dire que chez eux, ils n'en ont pas. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. Ils viennent à Tahiti où il y a des étudiants tahitiens qui vont étudier au Pacific Theological College à Fidji. Et ils aiment écouter les Taharava tahitiens. Ils veulent même apprendre. Mais ça ne se fait pas chez eux. Et ça m'a frappé. À Hawaï, je ne sais pas. Mais à Rapa Nui, je ne vois pas non plus. Ils chantent, ils dansent, ils ont le tapati. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'est inventé ici, peut-être au contact des missionnaires. Enfin, le mot Taharava n'existait pas dans les codes, vous voyez, qui est quand même d'inspiration missionnaire. Maintenant, la représentation de ce que nous, on comprend pas Taharava aujourd'hui, vient certainement d'une évolution des choses, beaucoup plus comme ça, hein, qu'on a appris, qu'on a entendu. Je rappelle quand même toutefois que sur le 5 mars, enfin plus exactement le 4 mars, quand le DEF, le Terapo, est arrivé, il y avait les missionnaires, c'est l'évangile de Jean, hein, aimez-vous les uns les autres, c'était ça. Hein, et les Arioi, il y avait une quarantaine de Arioi à bord avec le fameux Hamanimani. Hein, et ben, ils ont entendu les missionnaires chanter leur chant à eux, hein, avec leur voix à eux. Hein. Ils ont été impressionnés, tous, ils écoutaient,
ils écoutaient les gens, les missionnaires et leurs femmes chanter, ce qui prouve que chanter est quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Ils savaient chanter en groupe, mais on ne le dit pas dans les codes. Mais le fait qu'ils prêtaient une oreille attentive, ils étaient complètement subjugués. Et même, c'est décrit, si vous lisez ces textes des premières rencontres, ils étaient attentifs à ce que les autres faisaient. Donc, le phénomène de mimétisme aussi des Polynésiens à ce qui est nouveau est très fort. Hein. On copie très vite les choses, on a une oreille musicale. Donc, je rappelle simplement cette rencontre du 5 mars 1797. Pour moi, signifie des choses qui vont se passer par la suite. Donc, le Tarawa, pour moi, c'est une évolution pratique de quelque origine qu'elle vienne, mais les Tahitiens, les Polynésiens ont mis beaucoup du leur. Je crois. Les aouris, les nuances, les femmes devant, les hommes derrière. Jamais on voit les hommes devant et les femmes derrière. Il y a aussi un ordre, il y a une organisation du Tarawa. C'est tout ça qu'il faut observer. Le commencement du Tarawa. J'attends avec impatience Myrna, on parlait tout à l'heure. Voilà. Il y a un positionnement des personnes qui chantent qui est très caractéristique du chant Tarawa, qu'on retrouve aussi dans le Ruau. Peut-être dans le Ruau. Par contre, le outé aujourd'hui, c'est 2 personnes qui se lèvent, et puis il y a 3, 4, 5, enfin, qui chantent. Mais pourtant, le outé était mentionné, mais on ne sait pas comment c'était chanté. Voilà, ça m'interroge beaucoup, comme vous, ça vous interroge. Donc, c'est un peu pour dire. Alors, l'origine protestante des Tarawa, on ne peut pas affirmer. Hein. Ça, je crois qu'on ne peut pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'église protestante, peut-être parce que c'est la première église qui s'est formée ici, a pris ça et a pris les chants missionnaires. On voit les hymnes, c'est le mot hymné, hein, puisque nos chants, hymnes, les chants religieux, se sont exportés jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vous rappelle ça. Ça a été évangélisé jusque là-bas. Les Fidji, ils disent, comme ils disent, Lotu Tahiti. Hein. Voilà, c'est extraordinaire comment, si vous écoutez les Papouas chanter dans leur temple, on entend des hyménés qui viennent d'ici, sonorités. Donc, ce phénomène de prendre des choses, je crois qu'il faut en tenir compte. Voilà ce que je peux dire. Vas-y. Grande question d'Innocent. À propos de l'extension géographique, qu'en est-il des îles Cook? Je pose la question parce que je pense à la danse, par exemple, où quand même il y a des ressemblances très fortes entre ce qui se passe ici et là-bas. Concernant les Mini, il y a plusieurs années maintenant, on avait le concours du Tuki Ohiva. On peut dire que la communauté Raroto était bien installée en Polynésie. Donc depuis, je crois que ça fait une dizaine d'années, c'est pas plus. On a retiré ce concours du Heiva parce qu'il y avait plus de groupes qui se présentaient. Et concernant aussi la danse, hein, je vais parler des instruments. Donc récemment, on a un de nos musiciens du conservatoire qui est parti, qui est passé à la télé il n'y a pas longtemps, et qui parlait des to'ere. Donc lui, il parlait de tokere. Et il disait que lui, qui avait des origines rarotoa, n'est pas sûr de l'origine de nos to'ere ici. On avait vraiment des to'ere ici, on va dire à Tahiti. Ce qu'il était sûr, c'est qu'il y avait des ihara, des vivos et des protopei. Ce sont les 3 instruments qu'il est sûr qu'on jouait ici. Par contre, le to'ere, la première fois qu'il a entendu ce mot, c'était tokere, parce qu'il est originaire de Aitutaki, il me semble. Et je pense que les premiers groupes de danse à avoir dansé au Tchurei avec tous ces instruments-là, c'était, à moins que je dis des bêtises, il y a des grands chefs de groupe ici, il y a eu une influence des Rarotoa à cette époque-là, avec les musiciens qui venaient de Rarotoa, avec une communauté installée à Papete, Patutoa, il me semble. Il faut répondre à la question de l'influence, et je pense que nous, les Tahitiens, on est beaucoup influencés. Je crois que de là a commencé l'évolution de nos percussions, et ça a donné aujourd'hui les frappes qu'on appelle aussi les frappes traditionnelles, on dit les pays traditionnels, à mon sens.
faut faire attention parce que les Gartongiens, ils aiment bien dire que les Toqueres sont venus de chez eux. C'est ce que je chantais. C'est qui ont volé les Toqueres. Mais c'est pas vrai. Oui, je sais. Et il y avait le nom Toquere dans le temps, mais c'était le pavot qui était associé avec les sacrifices et tout ça. Alors je crois que ce nom est placé sur un autre instrument. Et cet instrument, si on regarde dans les écrits concernant les alliés, il y a les deux instruments, le ihara au fait et le ihara hamani. Alors ça veut dire qu'il y avait deux façons, deux sortes aujourd'hui toquere, le ihara et le toquere bambou, on donne aux petits, pour pratiquer. Mais il y avait deux sortes. Alors, c'était ici. Aussi, les Espagnols qui sont venus, ils ont décrit les toqueres ici. Et avec le tour de Bounty, le bouquin qui concerne le tour de Bounty, c'est écrit qu'il y avait des toqueres ici. Alors, c'est pas Oui. les Gartongiens en ce sens. Bonjour à tous, merci Bruno de nous avoir invités. C'est important que ce matin, je voudrais d'abord remercier Brenda avec sa classe et ses étudiants. Je vais demander aux adultes d'en bien les applaudir, parce qu'ils ont bien Parce que ce matin, c'est vrai que tout à l'heure on a dit ça nous a transportés. Moi, j'ai pas. Bon, je vois, il y a des universitaires, c'est bien, Bruno. Il relance avec des questions qui sont très intéressantes et pertinentes. Ce matin, avec mon FEDI, comme on l'a dit tout à l'heure, Sylvia, on a une analyse vraiment intéressante sur le code de loi, les mots-clés qui permettent la pratique musicale ou le changement de corps. On l'a vu avec la vidéo, mais moi la question est là, je parle en tant que praticien en classe. Je vais dire, c'est un peu dire ce que je dis peut-être, c'est bien beau tout ça, cette analyse. Mais que fait-on dans la transmission lorsqu'on a nos enfants? Analyser ici, c'est bien, mais que fait-on? Tout à l'heure, j'ai entendu le discours, ça se perd. On a vu d'ailleurs dans la vidéo, les jeunes, on va pas, on veut aller ceci, on veut pas, ça dépend. Mais que fait-on ou que va-t-on faire pour nos étudiants? C'est bien, je vois qu'il y a un relais jusqu'à l'université. Mais là, je suis au lycée. C'est difficile. Même après avoir assisté à la formation avec Mike, même après avoir lu un livret, la culture, la Mireha, peut-être on parlera tout à l'heure, c'est bien. Mais comment justement, tout à l'heure on a parlé de trans, je l'ai vu, et d'ailleurs Milos peut témoigner, même Noël, pour avoir organisé les Fanerena pour les établissements de second degré, tous les lycées. Les élèves, ils n'arrivent pas à la trans, mais ils s'en ont pris. Et j'ai bien aimé quelque chose que la dame a dit tout à l'heure, c'est la langue qui est importante. C'est bien. Mais bon, constater c'est bien, mais il faut faire évoluer. Et là, je suis le praticien, comment faire avec nos élèves? Parce qu'on fait là, c'est bien ce séminaire. Merci beaucoup, Bruno, de nous avoir invités, parce qu'on a un autre discours, mais on a une réalité. Que fait-on avec cette réalité? Parce que c'est bien beau tout à l'heure, dommage que notre copain, comment il s'appelle, avec Nirose, Jacques. Alors, on annonce tout à l'heure, Bruno a annoncé d'ailleurs, ça fait un boom quand Nirose et Jacques ont dit que dans quelques générations, que les élèves va disparaître. C'est bien beau, oui, merci Jacques et Nirose, qui est là. Mais il faut faire quelque chose, quoi. Si c'est une alerte, constater, dire, analyser, je veux bien. Mais dans la réalité, que fait-on? Nous, le lycée, là je parle que du lycée de Pirer, où je suis prof de lettres haïtien, il y a 2400 étudiants. Que va-t-on faire de ces 4400 étudiants si il n'y a pas réellement une pratique, une initiation, quelque chose qui va porter la langue, et là on parle bien de la langue, dans cette musicalité, dans cette prosodie, pour nos établissements, et là je parle que du lycée. Voilà ma question, merci beaucoup. Merci. Bon, moi j'ai juste envie d'être optimiste. L'avantage avec les jeunes, c'est qu'un jour ils deviennent vieux. Donc,
mettre, voilà, à un moment ou à un autre de leur vie. Voilà. C'est un inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Voilà. Donc, je passe la parole à qui veut la prendre, bien sûr. Bonjour à tous. Donc, moi, Farou Baki, conseillère pédagogique sur le Amri Mind et Clotera. Je voulais juste rassurer, effectivement, comme il a dit, il faut travailler. Et c'est ce qu'on a vu au travers de ce film, ce fameux Tahoui, Amoui. Et au niveau de notre circonscription, en tous les cas pour cette année, nous organisons justement un festival Ori avec notre collègue Matani, parce que c'est un projet commun. Et c'est ce qu'on a vu aussi au travers de ce film, ce projet commun de la commune de Ménaro. Autrefois, lorsque les personnes allaient au Durée, c'était carrément toute la population qui... Et on a vu aussi dans ce film, les chanteurs, c'était les mêmes qui dansaient, c'était les mêmes, voilà. Ils faisaient tout. Et ça, on a perdu ça aujourd'hui. Je pense que c'est la raison pour laquelle on ne voit plus les gens rester sur les tribunes pour écouter les gens chanter et voir les autres danser. Alors, en tous les cas, pour nous, au niveau de la circonscription numéro 9, c'est ce que nous allons mettre en place là, le 25 mars. 27 mars, voilà. Donc, un festival Oriteiti, voilà, avec nos élèves de la circonscription. Et nous avons élaboré, bien évidemment, un guide pédagogique on travaille avec le conservatoire. Voilà, juste pour répondre. Et puis bon, c'est déjà un pas en plus du réseau que nous avons déjà mis en place, voilà, que nous avons fait au niveau de notre circonscription. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un est au conservatoire, ici, ou quelques-uns sont au conservatoire. J'entends parler de mal-être pédagogique. Je ne sais pas si l'avenir du Tarava est au conservatoire, mais qu'est-ce qui se fait dans ce lieu et dans quel sens? Donc, au conservatoire, donc depuis 4 ans que je suis au conservatoire, en tout cas, avant moi, mes prédécesseurs, Papa et Maman Pénina et Maman Yopa, qui est actuellement, avec qui je travaille actuellement, on s'efforce déjà de partager nos disciplines. C'est ça, parce que c'est très dur de... Il faut commencer dès petit. Bon, pas tout petit, mais on commence à l'âge de 4 ans, 5 ans. Et après, on l'a rendu obligatoire à tous ceux qui viennent au conservatoire, qui font la danse. Donc normalement, s'ils font tous la danse, obligatoirement, ils viennent en hymne. On les force un peu à faire les hymnes, mais après, c'est une habitude pour eux et indirectement, les mélodies s'installent en fait, dans leur tête. Et c'est facile, chaque année ils reviennent, ils peuvent chanter avec nous parce qu'ils reconnaissent les mélodies aussi bien en Tarava, Tahiti, Himinuo. On a fait aussi un travail avec d'autres collègues, M. Berlier, d'autres spécialistes du chant polyphonique. On a mis en place deux mallettes pédagogiques. Une mallette sur les Himinuo, pas tous les types de Himinuo, mais au moins les Himinuo que l'on connaissait, parce qu'en fait, il y a des droits d'auteur, donc on ne pouvait pas prendre n'importe quel hymne, et administrativement c'était compliqué, donc on a essayé de prendre les hymnes que l'on connaissait déjà, ne pas avoir de soucis pour chercher les auteurs et tout, qui était facile pour Maman et moi. Et le deuxième volet c'était sur les Tarava, donc mais on n'a pas vraiment été dans le détail. On a pris des exemples de Tarava qu'on a mis sur partition, chose qui n'avait pas encore été faite. Et c'était pour plutôt faciliter les professeurs du secondaire, ceux qui arrivaient de métropole, donc ils ne se sentaient pas perdus. Lorsqu'on a eu notre premier séminaire avec les profs du secondaire, donc M. Dean était là, donc eux ils fonctionnaient comme par imitation, alors que les professeurs de musique, ils arrivaient au même niveau que nos professeurs parce qu'ils avaient la partition. Donc c'était en gros pour aider ces professeurs-là qui n'avaient pas d'expérience en hymne, pour les faciliter. Donc on avait mis ça sur partition. C'était le travail d'ailleurs de Maman Yopa, parce que moi je connais en partition, j'ai appris comme tout le monde et jusqu'à présent aussi. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Météral, donc je suis chargée de mission au ministère sur la partie des langues de Polynésie française, également sur l'artisanat. Alors, je souhaitais simplement faire des constats par rapport à
l'enseignement du chant et du hyménée au conservatoire, je ne sais pas si vous voyez la situation, on venait de parler sur l'extension géographique du Taraba. Systématiquement, on a une séparation. Nous avons deux zones bien visibles, une zone catholique, hein, les archipels des Marquises, des Gambiers et des Tuamotu, où le Taraba n'est pas pratiqué. Un petit peu aux Marquises visiblement, mais les communautés pour l'instant sont très, je veux dire, à Bolivar, vous avez 10 personnes. Je veux dire, à Wapok, vous avez, comment on dit, 7 personnes. Donc je ne sais pas si on peut faire un Taraba avec si peu de monde. Ensuite, actuellement, le Taraba se transmet à l'intérieur des Amouira. C'est un fait. Transposer le Taraba et les Outé et le Roux au conservatoire, c'était vraiment un challenge de taille. Parce qu'on n'est pas dans le dispositif habituel. Et donc, je suis admirative à chaque fois que je vois Mike et Mama Yopa et tous ceux qui travaillent avec eux deux se démener pour fournir ce contexte qui manque au conservatoire. Pourquoi j'en arrive à ça? Depuis une dizaine d'années, on essaye de porter les pieds, les numéros. Pourquoi? Pour soutenir la langue Réo. Parce que nous avons perdu tous les moyens de transmission. L'école, l'éducation n'est pas en mesure de faire le travail à lui tout seul. Et ensuite, en amont, nous avons un gros problème. Et Sylvia l'a très bien cité tout à l'heure, l'écriture. Il faut inciter les nôtres à écrire. On ne peut pas continuer à rester sur l'oralité et en même temps revendiquer la pérennité d'une langue. On est à l'ère du digital. Nous avons déjà raté 2 révolutions. L'imprimerie, elle est arrivée tardivement chez nous. C'est un fait. Ensuite, donc, il y a des choses qu'il faut absolument, comme on dit, remettre en place. Techniquement, chronologiquement, parce que nous n'avons pas le choix. Je vais être optimiste comme Bruno. Et comme Sylvia, qui disait, l'État ici a une capacité d'adaptation incroyable. Et ils sont résilients, minces. On est capable d'absorber tout ce qui passe. Dites-nous, on ne peut pas rester sur le bord. Donc on a le devoir de, comme on dit, d'intégrer le mouvement, de recourir autant à l'imprimerie, à l'audiovisuel et au numérique. Pour pouvoir, mais il faut écrire. C'est notre plus grande faiblesse. Écrire en réo. Peu importe ce que vous écrivez, chantez, enregistrez, faites des petits sujets audiovisuels, mais faites quelque chose. Je pense qu'il faut commencer par ça. Parce qu'on arrive à aller chercher le Taraba, les Amouira ne voulaient pas le partager. Il faut être très franc. Ils n'ont même pas compris pourquoi on est venu chercher le Taraba pour l'amener au conservatoire. Ils se sont dit, mais c'est quoi ce truc? C'est à vous d'aller au Habit Atapati et d'apprendre. C'est à vous d'aller dans les temples et d'apprendre. Donc, on n'a pas non plus le soutien de cette partie-là des gens. Et donc, il n'y a qu'une seule solution. Enfin, j'en vois pas d'autre. Hein. Il faut produire. Merci. Tu permets, je vais te traduire. Les voix des Taraba. Avant l'arrivée des Popa, avec les gens de ce pays, faisaient déjà le Taraba. À cause des instruments utilisés comme le niveau et le poupai, ces 2 instruments ont été changés. Et on a mis le haou à la place pour remplacer le pau.
On a pris la voie du mode PT pour remplacer le vivo. C'est de cette manière que ces voix et aori sont rentrées dans notre façon de chanter le tarama. Combien de aori de voix y a-t-il? Ça, je ne peux pas en dire plus. Dans l'idée qui a été énoncée précédemment, lorsqu'on fait un heiva, on va toujours en groupe, en communauté. Et on va au nom de la terre, du district, de l'île. Notre difficulté aujourd'hui, c'est de s'être constitué en association. Et les difficultés sont nées à partir du moment où on s'est organisé, on s'est mis en association. Et donc, ça touche les codes qui ont été vus précédemment. À cause du mot amouy. Diviser pour mieux régner. C'est clair. Pourquoi l'idée que ce sont les protestants qui l'ont maintenu? Dieu n'a pas créé les hommes comme protestants, catholiques, ou sanito ou mormons. Dieu a créé les hommes là où ils vivent, autochtones. On est autochtones d'ici, on est autochtones de France, de là où on réside. C'est ça que Dieu a fait. Il n'a pas créé les religions. La question, pourquoi les protestants seuls ont gardé cette pratique, c'est parce que les autres de leur confession, chez eux, tout a été effacé. On a voulu effacer ce qui faisait qu'on est maori, qu'on est autochtone sur cette terre. C'est ça le problème. C'est pas quelque chose de protestant, mais les autres ont vu le phénomène suivant, on leur a effacé cette mémoire, cette pratique. Pour le constat de Mike Tessier, qui était tout à l'heure que les catéchistes qui sont partis dans les îles éloignées n'ont pas réussi à apprendre le tarama à ces communautés cousines, on va dire, c'est parce qu'ils sont allés en individu, ils étaient seuls. Donc ils ne pouvaient pas apprendre les taravas seuls, parce que c'est quelque chose qui se fait en groupe. Donc ça explique pourquoi les taravas n'ont pas été transportés jusque là-bas. C'est ça, hein? Alors je vous présente Edwin Teula qui vient de parler, qui est chef de groupe Mike de Huahine, c'est ça? Voilà, Marou maintenant. Merci, c'est vraiment intéressant. Merci. Et moi, je n'ai pas de questions à te poser, mais je suis sûr que tu as plein de réponses. Alors, il n'y a pas de questions, mais il y a plein de réponses. Ei, ko e haman au o te rie, a maruru I wharere a auhama I parau. O e no man au ta o e hina aroran I whetara man au o te whare hapi a o taune,
e mana o mai tai roa tera. O tāu atu aia e mana ono ara te hoa ara I tera arauhi tō tātou I rutu te whaia api o te ie tau. Alors, je voudrais comment dire, raisonner avec ce qu'a dit le professeur de collège lycée Arrêt. Je suis tout à fait en phase avec ce qu'il dit parce que ça fait partie de mes préoccupations de transmission, de transmettre les choses et c'est ce qui me tient à cœur à nos jeunes d'aujourd'hui. E aha te tei manao no te arataira no te whaaora e parupai au. Whaaora whaahau I te rā wārua o te parau, o te hiumene, o te ori, I roto te whaia api te e mahana. Comment faire revivre, comment revitaliser, comment rendre de l'énergie à nos jeunes d'aujourd'hui par rapport à la danse et au chant. Voilà, c'est une de mes préoccupations. Comment le faire? Te mana o mā tā mua, tā ui mana ono ana a teiro, no te mea, ai tā tātou motoa I te ia mahana e ora ara I roto I tōna reo. No te mea, nā te tao e whaora I te rā wārua, ma ohui roto I ana. Nā te parau. Ia oren e tā tātou motoa I te tauri are ane, e parau I tōna reo, e I tahi hoa e ora. Alors, ma réponse à ce souci, à ce questionnement, est que vient du fait que nos enfants ne parlent plus leur langue, parce que pour Myrna, c'est le mot qui fait vivre, la langue qui fait vivre l'âme de la langue. Et si on ne parle pas la langue, on ne peut pas transmettre comme il faut. E no te mea toa, te tuti I te ie tau, e I tā te reo, tō tātou reo e whaarohia I te mawahia toa. I hare oe I te whare oire e reo popa. Hare oe I te whare moni e reo popa. Hare oe te matete e reo popa. Hare oe te mawahia toa e reo popa. Ai tātou tātou reo e whaura. Te rā te teitumo rei, ore e tā tātou motamari, tā tātou whea api, e I te whahaura I ianei o, I ionei o. Ore e, te rā wārua o te hiroa, o te tao, o te hiumene, o te ori, e ora. Me te urure te ia mahana, e rawe pēru noa hi ara, ai te rā wārua tōruto. Ai te rā noa te tremana o, tā unini o wātua. Alors la deuxième idée qui nous vient à l'esprit est que notre langue n'est pas entendue, ne s'entend pas partout. Partout où je vais, à la banque ou à la mairie, partout en Polynésie, on entend quelle langue? On entend le français. Donc notre langue a du mal à émerger, à exister dans cet océan où le français règne. Donc ça c'est vraiment un problème pour Myrna et pour tout le monde. Malheureusement, donc je voudrais dire quelque chose en rapport à ce qu'a dit Richard, en fait. Sur la question de la transmission, je voyais ça, c'est la phase pratique. Aujourd'hui, je le ressens comme étant un lieu où on met des savoirs intellectuels, des savoirs universitaires en connexion pour répondre, et c'est le souci donc, la transmission, la revitalisation des langues, le parler par les jeunes d'aujourd'hui de cette langue qui apparemment, on le dit, se meurt, et je ne pense pas qu'elle va mourir. La langue n'est pas faite pour mourir, elle est là tant que les gens y croient. Moi, ce que je veux dire par contre, c'est que Myrna l'a dit, c'est que notre langue et notre façon de danser, notre façon de chanter est imprégnée de spiritualité. Ce n'est pas tant de savoir apprendre, de savoir enseigner des pratiques culturelles telles que la danse, le chant, le tabac, etc. Si on n'est pas habité spirituellement par des choses fortes qui nous dépassent. Et ça c'est une première chose. Deuxième chose, pour avoir été chez les Maoris il y a 2 ans, il y a une chose qui m'a frappée dans ce que les linguistes Maoris m'ont rapporté, c'est qu'ils ont eu la chance, ça fait 40 ans qu'ils se battent pour que la langue Maori vive. Tout le monde ne parle pas Maori chez eux, il ne faut pas croire. Mais ce qui les a sauvés, c'est un espace géographique, un espace spirituel, un espace de vie, à savoir le Marais. Ils ont un espace, et c'est cet espace qu'ils ont réussi à faire revivre des iri, des tribus, qui ont fait que la langue maori a pris sens
a pris sa raison d'exister encore plus fortement peut-être que du temps des ancêtres, parce que les choses ont changé. Et cette image du marin, je transpose ça avec l'image d'une communauté religieuse, une paroisse. Elle est là. Il faut qu'il y ait un lieu de vie, mais de vraie vie, et pas de vie imaginaire ou de vie recréée, comme l'école peut être. S'il n'y a pas de lieu en Polynésie où on est vraiment imprégné de ces valeurs, où les gens adhèrent, où les gens sont fédérés pour un objectif qui est de transmettre, je crois qu'on peut toujours se battre. Dans 40 ans, on parlera encore des écoles qui pérécrivent, qui n'enseignent pas la langue. C'est ça, pour moi, la réflexion des Maoris, des Hawaïens aussi, parce qu'eux aussi se battent, c'est qu'il doit y avoir un lieu. Si c'est le conservatoire, c'est le conservatoire, dans l'esprit de tous les Polynésiens, dans leurs différences, parce qu'on a 5 archipels, 5 façons. On n'est pas dans une culture monolithique ici. On parle de culture tahitienne, c'est faux. Il faut parler de culture polynésienne, parce que chaque archipel a sa particularité, pour ne pas dire chaque île. Comment est-ce que les gens vivent leur culture, la manière de danser, de chanter? Les chefs de groupe vont nous le dire. Il faut qu'il y ait un espace. Si cet espace n'existe pas, géographique, alors c'est un espace humain. Ce sont des hommes qui vont porter. C'est ça que je vois. Des hommes portent en eux cette spiritualité, ces valeurs, et ils sont identifiés, ils sont reconnus par tous. Eh bien, s'ils doivent jouer ce rôle, eh bien, ils doivent le jouer, parce que c'est notre manière à nous de transmettre. Ces gens-là transmettent. Ces frères et ces sœurs transmettent ce qu'ils ont appris par eux-mêmes, c'est très important. Ils n'ont pas suivi des cours à l'université, ils n'ont pas besoin d'être universitaires, ils le vivent sur le terrain, ils sentent des choses. Alors, ils deviennent eux-mêmes porteurs des lieux physiques, des lieux de spiritualité qui sont prêts à transmettre. Encore faut-il, alors les enseignants, peut-être il faut sentir ces choses-là, d'amener les gens. Vous avez amené vers Mike, mais il n'y a pas que Mike, il y en a d'autres, je suis sûre, mais qui dorment. Il faut les réveiller, ceux-là. Il y a des chefs de groupe, pourquoi pas, il y a des enseignants qui ont ça. Et nos invités d'ailleurs, ils amènent aussi des choses. Tout ça contribue à ce que ces choses